c'est un signal fort. Un signal fort parce que la RDC a traversé de moments difficiles, il y a un génocide avéré et la lutte nous incombe. Et c'est à nous de mener ce combat pour que ce génocide, c'est qu'on appelle génocauste, puisse être reconnu de manière internationale. Donc la bataille que vous êtes en train de mener, qu'on est en train de mener, ce n'est pas une bataille pour nous seuls, mais c'est aussi une grande victoire pour les générations futures. Reconnaître les génocides, c'est reconnaître les crimes. Et quand on reconnaît un génocide, comme on dit, il n'y a pas de paix sans justice, et il n'y a pas de paix sans réparation du génocide. Dans la reconnaissance internationale du génocide, c'est là pour nous une étape cruciale pour aller vers la phase de réparation, la phase d'oubli aussi, mais aussi réparation et justice. Donc je tiens à vous remercier tous les intervenants qui vont prendre part aux échanges cet après-midi, ainsi qu'à tous les participants, toutes les personnes qui sont invitées du Congo et des pays amis, pour qu'ils puissent être derrière cette lutte que le gouvernement, le pays tout entier est en train de mener pour la reconnaissance internationale du génocide. À toutes et à tous, je vous souhaite des très bons débats et discussions fructueuses. Merci. Humaine, distinguée personnalité scientifique, mesdames, Madame la modératrice du panel. Je voudrais saluer votre présence à ce panel sur les génocauste de la République démocratique du Congo, mon pays, organisé par la Coalition nationale pour la Cour pénale internationale de la République démocratique du Congo et la Fondation congolaise pour la promotion des droits humains et la paix, deux je me tiens devant vous, mis par un devoir de vérité, de hospitalier, profondément horrifié, mais aussi d'indignation, qui refuse d'être condamné à l'indifférence, à l'effacement, à l'impunité. Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, plus de 30 millions de victimes à la République démocratique du Congo, pays au cœur du monde, ne réclament pas un privilège, mais réclament l'application pleine et entière du droit international. Depuis plus de 20 ans, des violations graves et massives qui sont commises, parmi lesquelles des exécutions de civils, des violences sexuelles, des enrôlements d'enfants dans les groupes et forces armées, des déplacements forcés, des persécutions ciblées, des attaques contre des populations protégées, ainsi que des pillages et l'exploitation illégale des ressources naturelles. Ces actes, tels que décrits dans de multiples rapports des Nations Unies, le rapport de mapping et des organisations nationales comme internationales, peuvent entrer dans les qualifications prévues aux articles 7 et 8 du statut de Rome relatif aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité, et également les génocides. Dans certains contextes, certains actes pourraient même répondre aux critères de la Convention sur l'élimination du crime et du génocide, tout comme de l'article 6 du statut de Rome dans ce pays, lorsque les éléments constitutifs exigés pour la qualification de génocide sont réunis. Il est essentiel de rappeler que ces dispositions ne sont pas des formulations théoriques. Elles constituent l'ossature de l'ordre public international contemporain. Elles tracent les limites que nul acteur étatique ou non étatique ne peut franchir sans s'engager
sans engager sa responsabilité pénale. Le droit international humanitaire et le droit international des droits humains ne pas d'énoncer ces principes. Il pose des obligations strictes dont le respect conditionnel, dont le respect conditionne la stabilité et la civilisation du monde. Aujourd'hui, je réaffirme que la lutte contre l'impunité des crimes internationaux est au cœur même de la mission fondatrice de la Cour pénale internationale. En effet, les États partis au statut de Rome ont accepté d'engagements précis, notamment l'obligation de prévenir et de réprimer les crimes les plus graves, tels qu'énoncés dans le préambule et l'article 5 du statut de Rome, les devoirs de coopération pleinement avec la Cour, les principes de complémentarité qui imposent d'agir lorsqu'un État n'a pas la capacité ou la volonté d'assurer la justice, les droits des victimes à participer et à obtenir réparation, qui constitue les piliers fondamentaux consacrés aux articles 68 et 75 du statut de Rome. Face à la tragédie congolaise appelée tout simplement génocide de la RDC, ces principes ne peuvent rester lettre morte. Ils doivent redevenir force active, mécanisme concret, engagement effectif. Car l'impunité n'est pas seulement la conséquence du crime, elle en est aussi l'un des moteurs principaux. Ne pas agir, ne pas reconnaître, ne pas poursuivre, c'est permettre que les mêmes schémas se répètent, que les mêmes populations soient ciblées, que les mêmes territoires soient ravagés. L'inaction devient involontairement, mais inévitablement, un encouragement de la violence. C'est pourquoi la société civile de la République démocratique du Congo demande avec gravité, mais aussi avec confiance, que la communauté internationale reconnaisse explicitement la nature et l'ampleur des crimes commis, le génocide congolais. Qu'elle soutienne tous les mécanismes judiciaires, nationaux et internationaux, capables de faire cesser l'impunité, qu'elle assure une coopération totale avec la Cour pénale internationale, conformément aux articles 86 et 102 du statut de Rome, et qu'elle mette au centre de toute action la protection des victimes, leur droit à la vérité et leur droit à la réparation. Mesdames et messieurs, les millions de victimes de la République démocratique du Congo ne demandent pas la compassion du monde. Elles exigent, au nom des principes inscrits dans le statut de Rome, l'application impartiale, ferme et cohérente de la justice internationale. Que ce moment soit un tournant, que ce panel marque la fin de l'indifférence et le début d'une volonté politique renouvelée, une volonté qui fasse réellement écho aux valeurs que cette Cour incarne, notamment la dignité humaine, le respect du droit et la paix fondée sur la justice. Au nom des victimes, au nom du droit, au nom de la paix durable, j'appelle chaque nation à faire de ces principes n'implore pas une attention temporaire. Elle réclame la justice. Elle réclame l'effectivité du droit. Elle réclame la vérité. J'en appelle au soutien, à l'accompagnement de la République démocratique du Congo dans l'institution de la Cour pénale spéciale et les chambres mixtes spécialisées. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie.
conflits se sont aggravés depuis 2021 avec l'arrivée massive sur le territoire congolais des militaires rwandais avec leur sous-titre l'AFC M23 qui occupe jusqu'à ce moment la partie est du pays. Ces situations ont engendré des conséquences d'ordre divers causant des millions de victimes, aussi bien civiles que militaires. Plus de 30 millions de personnes ont été touchées et ont subi des conséquences de cette atrocité, faisant d'elles des victimes directes ou indirectes de cet événement tragique. Face à la gravité des crimes recensés dans le rapport Mapping, ainsi que dans d'autres rapports subséquents des organisations du système des Nations Unies, le recours à la justice devient un impératif non négligeable. Il s'avère pourtant que la justice congolaise ne s'accommode pas de ce genre de situation. Sa conception initiale et le concept actuel ne lui permettent pas de faire face à ce type de situation. Plusieurs raisons justifient cette situation. La timide réponse judiciaire congolaise, dans sa conception ordinaire, démontre son incapacité matérielle à répondre efficacement à cette réalité. Le manque de volonté politique qui a prévalu jusqu'il y a peu à poursuivre les personnes ayant la plus grande responsabilité dans la commission de ces crimes odieux. Le caractère massif des violations pour lesquelles le système judiciaire ordinaire ne peut répondre avec des moyens matériels, humains et financiers dont il dispose. Le nombre de violations atteignant le seuil des violations est si élevé qu'un système judiciaire national, même fonctionnant au mieux de ses capacités, n'aurait pas la capacité de traiter un aussi grand nombre de cas. L'inefficacité des juridictions pénales nationales, dont certains de leurs animateurs ont été victimes de la barbarie des agressions, compromet ainsi leur qualité essentielle pour rendre une justice indépendante et impartiale. L'absence d'intégration des aspects importants d'une société post-conflit ou même post-dictature, tels que la réconciliation, la consolidation de la paix, le rétablissement de la confiance entre les différents acteurs sur le terrain et la reconstruction d'un état de droit. Le recours à la justice transitionnelle devient ainsi une priorité dans la mesure où elle tente d'établir des compromis difficiles entre l'idéal de justice et le réalisme politique. Cette justice s'entend comme un éventail complet de divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé en vue d'établir les responsabilités, de rendre justice et de permettre la réconciliation. Elle est axée sur 4 piliers fondamentaux. Le droit à la justice. La justice transitionnelle ne peut pas être fondée sur l'impunité, car cette dernière est pire que le crime commis. L'exercice de ce pilier implique des poursuites judiciaires contre les auteurs des violations. Le droit à la vérité. On ne construit pas l'avenir sans conscience du passé. Ce droit vise la nécessité pour les victimes et la société de connaître la vérité sur les violations du droit de l'homme commises. Sa matérialisation passe souvent par la mise en place des commissions vérité et réconciliation ou les commissions d'établissement des faits ou d'enquête. Sa mission conduit généralement à la réécriture de l'histoire de sorte à éviter les erreurs du passé. C'est ainsi qu'en Ouganda, par exemple, la cérémonie de Mato Uput, qui signifie boire la racine amère en langue akoli, entre dans cette dynamique. Il s'agissait d'une cérémonie complexe qui durait plusieurs jours et dont le point central est le moment de la boisson extraite de la racine d'Oput. C'est un arbre qui pousse dans la région mélangé à la bière locale. L'amertume de cette racine symbolisait le crime passé et la perte d'une vie. La boire signifiait que les deux parties sont prêtes à avaler l'amertume du passé, à se promettre de ne plus jamais avoir à la goûter. Le droit à la réparation. Par la mise en œuvre de toute initiative de justice transitionnelle, la réparation est essentielle. Elle est directement et explicitement axée sur la situation des victimes, puisqu'elle vise à offrir une compensation pour les droits violés, les dommages subis et les outrages endurés. Il n'est pas possible de guérir le passé sans réparer les causes
les causes, les torts causés à une victime. Le droit aux garanties de non-répétition implique la nécessité de réformes judiciaires, institutionnelles, politiques et sociales qui doivent contribuer à la reconstruction des États. Il va sans dire que la justice transitionnelle s'offre de ce point de vue comme une voie appropriée à la reconstruction d'un État pour sortir d'une période de crise. L'expérience congolaise en matière de justice transitionnelle. Le constat dressé à propos de l'expérience congolaise en matière de la justice est peu élogieux, pour ne pas parler d'un échec. En 2003, la République démocratique du Congo a pris l'initiative de mettre en place une commission spéciale chargée de faire la lumière sur les événements et les injustices survenues dans le pays. Celle-ci a été dénommée Commission Vérité et Réconciliation et a fonctionné durant la période de transition politique entre 2003 et 2006. De nombreux obstacles liés au contexte politique et sécuritaire défavorable et à l'insuffisance des ressources nécessaires, entre autres, avaient empêché la Commission Vérité et Réconciliation d'accomplir sa mission. Actuellement, le gouvernement congolais a mis en place des mécanismes tels que le Fonds national de réparation, FONAREV, une politique nationale de justice transitionnelle pour concrétiser cet objectif. Le fonds est perçu comme une innovation en Afrique, dans la matérialisation de la justice réparatrice en Afrique. Elle est mise en place au sortir d'un conflit armé ou d'une période dictatoriale. L'approche adoptée en République démocratique du Congo est celle de privilégier la valorisation des droits des victimes en pleine période de conflit. Cette approche pose la problématique de la prise en compte de réparation en faveur d'une victime faisant l'objet de crimes continus. En plus, l'accent semble être mis essentiellement sur l'aspect réparation. Il est dès lors crucial de privilégier une approche complémentaire de mise en œuvre de ces mécanismes. Que faire alors? Mesdames et messieurs, en vous rang, grade, titre, qualité, tout protocole respecté. Les mécanismes de la justice traditionnelle, lorsqu'ils sont mis en place de manière isolée, comme ce fut le cas en 2003 en République démocratique du Congo, ou dans plusieurs pays africains, sont voués à l'échec. J'estime à ce propos qu'il est important de privilégier une approche holistique de la justice transitionnelle en RDC. La mise en place d'une politique holistique de justice transitionnelle qui s'appuierait sur la création de mécanismes divers et complémentaires, judiciaires et non judiciaires, s'avère cruciale. Une stratégie en matière de justice de transition sera d'autant plus efficace et légitime s'il y a une complémentarité entre les différentes initiatives prises dans ce contexte, en particulier les poursuites, les commissions de vérité, les mesures de réparation et la réforme des institutions. C'est ainsi que rechercher la vérité sans initiative pour punir les auteurs des violations, reformer les institutions et réparer les victimes peut n'apparaître comme rien de plus que des mots. De même, en l'absence de mécanismes de recherche de la vérité, les réformes institutionnelles ou les programmes de réparation pour les victimes, punir un nombre restreint d'auteurs de violations peut être perçu comme un acharnement sur des boucs émissaires ou une forme de revanche politique. Les réparations en l'absence d'autres mesures de justice transitionnelle peuvent être considérées comme de l'argent sale, un moyen d'acheter le silence ou le consentement des victimes. Enfin, reformer les institutions sans essayer de satisfaire les attentes légitimes de justice, vérité, réparation des victimes se révélera non seulement inefficace du point de vue des responsabilités, mais également un probable échec en soi. Par conséquent, il serait souhaitable que la mise en œuvre de la justice traditionnelle en RDC, suivant une approche holistique, respecte cette logique séquentielle pour garantir son bon développement. La mise en place d'une juridiction appropriée, mixte, capable de connaître les atrocités commises sur le territoire congolais. Le travail de cette juridiction devrait être épaulé par celui d'une commission de vérité
digne de ce nom qui peut aider à déterminer les responsabilités institutionnelles, politiques, militaires et autres, à préserver les éléments de preuve, à identifier les auteurs des exactions et à recommander des mesures de réparation et des réformes institutionnelles, et à offrir aux victimes une véritable tribune d'où elles peuvent s'exprimer et qui est mieux adaptée à leurs besoins qu'une procédure judiciaire. La réussite d'un tel mécanisme est souvent tributaire à la volonté politique. Et à ce jour, nous croyons en cette volonté politique. La mise en œuvre du pilier réparation devra dépasser le cadre national pour inclure aussi la responsabilité des pays tiers impliqués dans le conflit. Il y a lieu de noter que les individus et les compagnies telles que les multinationales qui exploitent les ressources minières de la RDC durant la période de conflit devraient également être condamnés à payer des compensations s'ils sont trouvés criminellement responsables. Un tel travail ne pourra être considéré comme complet sans prendre en compte la nécessité de réformes en profondeur des institutions qui ont joué un rôle dans la perpétration des crimes. À notre humble avis, je suis convaincu que c'est en adoptant cette approche que l'on pourra garantir le succès de la justice traditionnelle en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, en vos rangs, qualité de protocole respecté, voici un bref résumé de ma modeste contribution, mais significative sur ce sujet crucial et essentiel qui revêt une grande importance dans le contexte actuel de notre pays. Je vous remercie. Humaine, distinguée personnalité scientifique, mesdames, madame la modératrice du panel. Je voudrais saluer votre présence à ce panel sur les jeunes postes de la République démocratique du Congo, mon pays, organisé par la Coalition nationale pour la Cour pénale internationale de la République démocratique du Congo et la Fondation congolaise pour la promotion des droits humains et la paix. La compétence du tribunal pénal international, de la chambre spéciale, plutôt de la Cour pénale spéciale, vers les années actuelles où les crimes sont commis essentiellement par des individus soutenus par le multinational dans le cadre de l'extraction de minerais dans notre pays. À propos, je voulais faire des étudiants, ils vont dans des corps plus éloignés, dans des chambres foraines comme la Souveraine. Le cas de Morbanga était un cas qui a posé énormément de problèmes parce qu'il a été élu massivement dans sa circonscription électorale. Comme le professeur l'a dit, il a été acquitté dans le cadre de la resocialisation. Il est rentré chez lui. Il était libre de rentrer chez lui. Il a postulé pour devenir député national. Il l'est devenu. Parce que la population chez lui l'a ovationné, il a été élu. On n'avait aucune contrainte pour l'empêcher d'être élu député national. Parce qu'il était libre de tout mouvement. Mais par la suite, il a fait une option. Il a choisi d'abandonner ceux qui l'ont élu pour retourner dans leur pays. Et comme le prof l'a dit, si jamais Thomas Banga est repris par la justice congolaise, il subira le sort de l'aggravation de sa peine. Parce que aujourd'hui, les actes qu'il a commis, au-delà du fait que ce sont des crimes internationaux, il est aussi justiciable devant les juridictions congolaises. Donc, que la justice congolaise l'arrête, que la justice internationale l'arrête, Thomas Banga subira une peine plus forte parce qu'il est récidiviste. Voilà ce que je voulais compléter à ce que le prof a dit. Merci. Ok.